Et partons maintenant en mer Méditerranée pour un zoom aux images exceptionnelles. Notre équipe va vous emmener sur la route des épaves. Elles sont des milliers à reposer sur les fonds marins, certaines depuis 2000 ans, d'autres datant de la Seconde Guerre mondiale. Des bateaux, des sous-marins, des avions qui n'ont pas tous encore été découverts. Et David Bordier et Pascal Marcelin ont pu accompagner les plongeurs du ministère de la Culture sur les traces d'un mystérieux navire. Regardez et profitez. Des milliers de kilomètres de côte et autant d'épaves sous-marines. En France, et notamment en Méditerranée, la mer est un sanctuaire. Au large de Porquerolles, à bord du Geronimo, nous avons rendez-vous avec Jérôme. Il plonge depuis l'âge de 7 ans et dirige un club spécialisé dans l'organisation de stages épaves. On va aller sur le Donator. Il y a un petit peu de vent d'ouest qui se lève. Là-bas, on sera à l'abri. C'est toujours un peu une expédition? Oui, quand même. Oui, c'est le plongée engagé, le Donator. C'est très très beau, mais c'est très technique aussi. Donc quand on va sur le Donator, on n'y va pas la fleur au fusil. Si tu la filmes, ça te fait une fenêtre avec toutes les gorgones. Dernier détail, avec Pascal Marcelin, notre plongeur caméraman. Jérôme va le guider sur l'une des plus belles épaves de Méditerranée, le Donator. Ce cargo repose par 52 mètres de fond. Dans ses cales, le bateau transportait du vin entre l'Algérie et la France. Le 10 novembre 1945, il a coulé après avoir heurté une mine flottante. 5 marins sont morts dans le naufrage. Le Donator est devenu un refuge pour la faune sous-marine. C'est féerique, quand tu arrives là, tu as une lumière, tu as une ambiance qui est vraiment particulière. Il y a des gorgones géantes, magnifiques. Et en plus, c'est habité par les mérous, bien sûr des bandes de sard énormes, il y a du barracuda. Faire découvrir cette épave qui est juste que merveilleuse, c'est une joie immense. C'est comme l'alpiniste qui fait découvrir ses montagnes. Moi, c'est pareil, moi je fais découvrir Amazon, mon terrain de jeu. Pour en savoir plus sur les épaves antiques ou modernes de la Méditerranée, nous avons rendez-vous avec un grand spécialiste. Disons que c'est la maison de mes souvenirs. Après 55 ans de plongée, venez, dans les hauteurs. Jean-Pierre Joncheret, 75 ans, nous ouvre ses portes. On monte sur le pont du bateau, là? Je vais vous amener dans mon royaume secret, là où j'ai toutes mes archives, là où j'ai tout ce qui a fait toute ma vie de plongeur. Ça a commencé un jour, au bout d'un rocher, il y avait une anse d'amphore qui sortait. Alors on se pose la question, c'est quoi ça? On demande aux amis, aux plongeurs. On nous conseille d'aller en bibliothèque, d'aller voir la faculté. Et puis petit à petit, on attrape ce virus. Ce biologiste à la retraite a découvert de nombreuses épaves et a écrit des dizaines d'ouvrages. Les épaves y sont répertoriées, on y apprend leur histoire, les circonstances des naufrages. Le rubis, image dans mon bureau, image de légende, pour un navire de légende. C'est le seul sous-marin qui soit accessible sur la côte. Il est dans un environnement qui est vraiment très beau, sur du sable blanc. C'est le bateau qui a eu le plus de succès militaire pendant la guerre. Nous suivons Jean-Pierre Joncheret sur l'épave du Rubis. Il a exploré ce sous-marin des dizaines de fois depuis la fin des années 60. Le Rubis était un mouilleur de mines appartenant aux forces navales françaises libres. On aperçoit ici l'un des 16 puits où étaient stockés les engins explosifs. Le bâtiment comptait 42 hommes d'équipage. Coulé volontairement par la marine en 1958, le Rubis repose par 39 mètres de fond.
Le sous-marin est devenu un refuge idéal pour les murènes. Retour sur le Geronimo, le bateau de Jérôme. Jean-Pierre Joncheret y retrouve un groupe de plongeurs. Ils viennent de Lyon et de Bretagne. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un bateau qui est un petit peu bizarre. Les autres cargos essayent de se sauver et malheureusement il y en a un des 4 survivants qui se retrouve dans la baie de Cavalère où il est torpillé à son tour par le sous-marin allemand. Voilà la triste histoire du Togo. C'est un grand plaisir de l'avoir rencontré et puis d'avoir bu un petit peu ses paroles pendant quelques instants. C'est bon, Le Togo est à 58 mètres de fond. En raison de la profondeur, le groupe de plongeurs ne pourra pas rester plus de 10 minutes sur l'épave. Le cargo italien transportait du charbon, encore visible dans ses soutes. On arrive sur des sites qui ont quand même plus de 50-60 ans d'histoire derrière eux, qui sont toujours là intacts. Et on sait que bon, c'est quand même pas accessible à tout le monde. Donc il y a une petite part d'excitation parce que c'est de la découverte, c'est la recherche. La grue de Capon qui était à l'avant s'est cassé la figure, on l'a connue en l'air. Ailleurs, sur la Côte d'Azur, les scientifiques découvrent en permanence de nouvelles épaves. Au large de Cavalère, nous embarquons sur l'André Malraux, le navire de recherche du ministère de la Culture. Les archéologues, à l'aide de robots, viennent de localiser un bateau qui a sombré voici plusieurs siècles. Déclaré par un plongeur, il y a une vingtaine d'années, il n'a jamais été officiellement fouillé. Là, il y a un truc juste en dessous, là. Dans tout ce secteur-là, il y a des choses. On aimerait trouver des objets en céramique qui permettraient de dater un peu mieux l'épave. En l'occurrence, c'est pas de la céramique. Tu crois que c'est organique, ça ? Il faudra encore plusieurs années pour percer le secret de ce navire, enfoui par 70 mètres de fond. Tout le mystère reste entier. On sait juste qu'il y a une épave, qu'elle est moderne au sens historique, c'est-à-dire qu'elle est datée entre le 16e et la fin du 18e ou début du 19e siècle, parce qu'il y a des canons et qu'il y a des grandes ancres. À part ça, on n'en sait pas plus. Au petit matin, l'André Malraux met le cap sur le golfe de Saint-Tropez. Fin du XVIIIe siècle, la célèbre station balnéaire était le 3e port de la Méditerranée. La zone regorge d'épaves. Les archéologues tentent de remonter à la surface de vieux canons. Coincés dans le sable, au milieu des posidonies, chaque pièce pèse entre 200 et 300 kilos. La seule difficulté complémentaire, c'est que sous les petits canons, il y a des concrétions. Donc ça va augmenter le volume de ce qui a remonté. En termes de timing, est-ce qu'on pense les sortir aujourd'hui ? Oui, on va y arriver. Dans la manœuvre, des parties du canon peuvent se briser à tout moment. Voilà, il demande d'envoyer de l'air pour voir si le canon bouge. Donc, une des hypothèses, c'est que ce soit non pas le site de l'épave à proprement parler, mais le site du premier délestage au moment du début du naufrage. Soit le bateau s'en est sorti, soit le naufrage a eu lieu, mais a eu lieu plus loin. Finalement, le premier canon est remonté sans difficulté à bord. Puis, c'est au tour du second. Dès ce soir, ils vont être placés dans un bac avec une solution pour empêcher qu'ils se corrodent. Alors, on peut imaginer retrouver de la poudre, on peut imaginer retrouver les projectiles, l'ensemble des éléments qui étaient utilisés pour le tir. Après 2 ans de restauration, les canons seront exposés au musée de la Citadelle à Saint-Tropez. La route des épaves, mais cap au sud, en Corse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île est surnommée le porte-avions. Sous la mer, des dizaines de bateaux, d'avions témoignent de la violence des combats. Il faut savoir qu'il y a eu une grosse bataille le 9 septembre 1943 au départ de Bastia entre les Allemands et les Italiens. Et là, on a de cette bataille, aujourd'hui, on a 3 épaves en très bon état, encore sous l'eau. Stéphane Le Gallais est photographe d'épaves.
Tony Viacara, fils de pêcheur, l'accompagne régulièrement sur ses plongées. Elle est émouvante parce qu'elle parle. Quand on arrive dessus, déjà, on se rend compte de la force de frappe qu'il y a eu quand elle a été coulée. À 40 mètres de profondeur, Stéphane a seulement quelques minutes pour réaliser ses clichés, comme photographier ce canon. Devant son objectif, la canonnière allemande Insuma est imposante. Installé dans son bureau, Stéphane va vivre une nouvelle aventure. En fait, je suis en train de plonger. Comme j'étais derrière l'appareil photo, j'ai pas spécialement profité de l'épave. Et puis là, je suis en train de voir ce que j'ai photographié, les angles de vue que j'ai pris. Et puis, surtout, je vais choisir celle que je vais traiter en noir et blanc. Qu'est-ce que ça provoque justement alors? Quand on passe en noir et blanc, l'eau disparaît. On dirait, si on enlève les bulles, on se demande s'il n'y a pas un fil qui tient le plongeur, quoi, hein. C'est un peu magique, quoi. Il est pris en apesanteur. Stéphane Le Gallais nous conduit à 24 km de la côte, là où repose un chasseur P-47 Thunderbolt de l'armée américaine. Touché par la DCA lors d'une mission en Italie, l'avion a coulé avec son pilote. C'est l'unique version de cet appareil en Corse. Parfois, il ne faut pas aller très loin pour trouver d'autres vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous cherchez, Stéphane, là? Une épave d'avion. Hop, il est là, regardez. À quelques mètres du rivage, sur la côte est de la Corse, ce Junker de l'armée allemande. À l'aile qui est à droite, tout au bout, il y a la croix de la Luftwaffe. Elle est vraiment visible et c'est impressionnant parce que depuis le temps qu'il est sous le sable. Combien d'autres épaves n'ont jamais été découvertes ou explorées? Voilà pour ce zoom sur la route des épaves et un grand bravo à Pascal Marcelin pour ces images époustouflantes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez avec nous dans un instant. Grand reportage vous propose de suivre non pas des chasseurs d'épaves, mais des chasseurs d'héritiers. 10 000 personnes chaque année en France meurent sans aucune famille.